Bienvenue sur Cambium, le podcast de l'agroforesterie. L'agroforesterie, le terme est nouveau, les pratiques sont aussi vieilles que l'agriculture. C'est un système qui est intensif en production de ressources, qui peuvent être alimentaires ou non, et finalement qui permet d'optimiser l'usage de ressources naturelles. L'agroforesterie, c'est remettre en interaction les arbres, les sols, les animaux et rassembler les acteurs de l'agriculture et de l'environnement. Pour sortir de la dépendance au pétrole, pour accroître la productivité alimentaire, pour contribuer à la régulation climatique, l'agriculture a une arme puissante, c'est l'agroforesterie. Faire de l'arbre un allié de notre agriculture, c'est le principe de l'agroforesterie. Au travers de ce podcast, suivez Étienne lors de ses rencontres avec ceux qui la mettent en pratique au quotidien. Cette émission vous est proposée par l'Association française d'agroforesterie. Bonne écoute! Bonjour Anne, bienvenue sur le podcast. Bonjour, merci. Si on commençait par une introduction sur un peu ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui ? Oui, pas de souci. Donc je m'appelle Anne Orsin, moi je suis ingénieure agronome de formation. Donc j'ai fait l'ENSAT à Toulouse. Et je suis arrivée dans le réseau des CUMA parce que je me suis intéressée très vite au système agricole étant fille d'agriculteur. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans les collectifs d'agriculteurs. J'ai étudié des collectifs dans les champs d'agriculture de Dordogne sur des transitions agroécologiques. Et je me suis dit que les CUMA c'était un bon terreau fertile d'innovation et de transition. Donc voilà pourquoi je suis arrivée dans le Jura et dans le réseau CUMA Bourgogne-Franche-Comté. Donc le réseau CUMA Bourgogne-Franche-Comté, c'est un réseau régional qui accompagne toutes les CUMA, donc les coopératives d'utilisation de matériel agricole de la Bourgogne-Franche-Comté. Et l'idée c'est que nous on les accompagne sur le terrain du juridique, parce que c'est des coopératives, de l'accompagnement aussi social pour la gestion de la vie coopérative et de la vie en collectif, l'économique, la gestion économique, les investissements, et un peu de machinisme aussi pour faire de la référence et de l'accompagnement technique. Et puis depuis quelques temps, dans la région, on a un service innovation dans lequel je suis, qui accompagne les projets innovants des CUMA. Voilà. Et ça consiste en quoi alors un projet innovant ? Alors, nous on a décidé dans le réseau CUMA de définir l'innovation comme en gros une réponse collective que les CUMA auraient face à un changement dans leur système, que ce soit un changement d'ordre social, économique ou environnemental, en tout cas une problématique à laquelle il faut répondre et pour laquelle la CUMA elle va avoir une réponse soit technique, soit sociale, soit économique, etc. Donc en gros, c'est quand il y a une CUMA qui a un problème et qui a envie de répondre à ce problème en se posant des questions, en allant voir ailleurs, en testant des choses, en étant innovante, on les accompagne. Et nous, la raison pourquoi on voulait aussi t'interviewer sur le podcast, c'est que justement, il y a beaucoup d'innovations dans les projets d'agroforesterie dans les différents territoires, et on voulait mieux comprendre qu'est-ce que les CUMA apportent comme outil pour y faire face. Et peut-être que d'entrée de jeu, tu peux nous donner quelques illustrations de projets en relation avec l'agroforesterie sur lesquels vous allez aider et outiller les agriculteurs. Alors, comme tu l'as très bien dit, les CUMA, en fait, ce sont des outils. C'est-à-dire que c'est les agriculteurs qui s'emparent de la structure juridique que sont les CUMA pour pouvoir faciliter des investissements matériels. Et donc en fait, on se rend compte que quand on innove, ou en tout cas quand on réalise une transition sur son exploitation, très souvent on est confronté à la question de l'agroéquipement. Quand on plante une haie et qu'il faut l'entretenir, derrière ça sous-entend de quelle machine en fait je m'équipe, comment je m'organise en fait au niveau du travail, et en fait tout un tas de questions qui sont assez systémiques finalement. Et donc c'est là où les CUMA elles apportent une réponse par la facilité d'investir, ou en tout cas accompagner l'investissement dans des matériels qui peuvent être onéreux ou des matériels qu'on n'utilisera pas tous les jours et qui ne valent pas le coup d'avoir sur l'exploitation. Donc le premier projet que je voulais présenter, c'était la CUMA Compas 71. Donc c'est une CUMA départementale sur le territoire de la Saône-et-Loire qui propose depuis 2016 une activité d'échiquetage. Et donc l'idée c'était de pouvoir soit adhérer à la CUMA, soit que la CUMA dans laquelle on est déjà adhère à cette CUMA, donc c'est l'inter-CUMA, ce qui donne un peu un côté réseau supplémentaire. Et donc cette CUMA, elle propose une prestation d'étiquetage en fait et d'entretien de la haie avec un grappin coupeur monté sur une pelle avec un salarié et puis une déchiqueteuse qui vient d'une CUMA voisine, CUMA Terreau ou de la une CUMA de lin. Et cette CUMA donc elle a également fait des études en fait pour voir un peu
l'intérêt de passer avec la CUMA pour le déchiquetage par rapport au fait d'utiliser le bois plaquette en litière par la suite. Et donc moi j'avais envie de vous partager un peu quelques chiffres que je trouvais intéressants, qui datent de 2001, donc peut-être à réactualiser, mais en tout cas voilà, ça donne un peu une idée. C'était de se dire que donc si on utilise la CUMA pour 200 mètres cubes par an de plaquettes, quand on va couper en fait les arbres, faire le déchiquetage et transporter jusqu'au lieu de stockage, par exemple si c'est à 2,5 km, on va avoir une charge totale de 2130 €, ce qui fait à peu près 12,70 € du mètre cube par an sec. Et donc ça correspond, si on met en équivalent paille, à 50 € la tonne de paille. Donc en fait ça permet vraiment de créer des économies réelles. Et c'est là où on va intéresser les gens, c'est de se dire vous pouvez vraiment faire des économies grâce à cette activité-là. En plus de favoriser tout un tas d'autres aspects systémiques intéressants comme l'environnement, etc. Et donc ça peut vraiment être un levier intéressant de transformer ce qui était un déchet, une contrainte avant, en une véritable ressource. Et puis il y a vraiment eu aussi des études qui ont été faites pour le bois énergie, en fait, de se dire que voilà, en suivant le même chemin, en essayant d'estimer en fait le coût que ça aurait d'utiliser une chaudière bois plaquette ou une chaudière classique, en fait l'idée c'était de se dire que utiliser, alors attends, il faut que je retrouve. C'était de se dire que 1 mètre cube par an de plaquettes, ça correspondait à 80 litres de fuel domestique. Voilà. Donc en fait, ça pouvait vraiment permettre de réaliser des économies en termes d'énergie aussi. Enfin voilà. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que il y a vraiment des débouchés qui peuvent avoir un impact économique significatif sur les exploitations, pour peu qu'on s'y intéresse, et voilà. Donc ça c'est le premier projet. Le deuxième projet, c'est un peu plus dans le détail sur le paillage litière, c'est la CUMA Terreau dans la Nièvre, avec des paysages aussi bocagers intéressants, qui a elle décidé de monter un GI2E, donc de monter un groupe qui va vraiment s'intéresser à tester des choses et à produire des références dessus, sur le paillage avec du bois plaquette dans les litières. Et donc ce GI2E, il a déjà une petite dizaine d'années d'expérience, et c'est des agriculteurs en bovin laiton ou bovin laitier qui ont testé en fait le paillage litière avec du bois plaquette, avec différentes techniques, donc il y en a 4, et puis qui ont essayé d'estimer un peu est-ce que c'est intéressant ou pas pour eux d'utiliser le bois en tant que ressource pour du paillage. Et donc c'était un bilan plutôt qualitatif, mais ce qui en ressortait, c'était de se dire que c'était beaucoup plus sain et plus drainant, en fait, avec une meilleure stabilité de la structure de la litière, et qu'en fait, le fait que ce soit plus drainant, ça va limiter l'humidité et limiter les risques de maladie, même s'il y a encore des améliorations à faire sur les techniques de distribution, en fait, du bois plaquette, quelle que soit la technique utilisée. Donc ils travaillent là-dessus. Et le fait de se structurer en groupe et de travailler sur ce sujet-là, ça leur a donné envie d'aller plus loin. Et là, ils s'interrogent sur les labels E, bois carbone, etc., pour mieux valoriser aussi leur travail. Donc voilà, l'expérience du collectif pour eux a plutôt bien fonctionné. On entend souvent que le problème avec la CUMA, c'est le collectif. Et je pense que ça fait beaucoup peur à certains agriculteurs, l'idée de devoir dépendre des autres, de prendre des décisions à plusieurs. Et donc moi, j'ai envie de te demander, le collectif, tu le vois comme un atout ou comme une contrainte ? Alors moi je le vois comme un atout s'il est bien géré. C'est-à-dire que il y a des sociologues qui étudient tout ça, toutes ces histoires de transition agroécologique et de comment est-ce qu'on fait pour les opérer réellement sur le terrain. Et le collectif fait partie des conditions qui sont très fortement recommandées en fait pour pouvoir changer de système, changer de pratique, ou en tout cas intégrer des nouvelles pratiques sur son exploitation. Pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on peut limiter les risques, par exemple les risques économiques en investissant à plusieurs en collectif, échanger avec d'autres personnes qui vont tester des choses, et puis faire de l'entraide. Et en fait, les CUMA, c'est vraiment le lieu aussi pour innover et pour changer ces pratiques, parce que c'est un collectif de proximité, on est avec les voisins directs, et on peut limiter les risques d'investissement en partageant en fait l'investissement qu'il y a derrière. Mais ça, en fait, nous, dans le réseau CUMA, on accompagne les agriculteurs qui se mettent en CUMA pour que le collectif le frein du collectif soit limité. C'est-à-dire qu'on met en place des outils, comme des règlements intérieurs, des choses comme ça. Et on essaye de faire en sorte que
que la CUMA fonctionne, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, dans les projets que vous accompagnez, le collectif, c'est plus un frein. Alors, une fois que tu mets en place ces outils-là, globalement, ça marche. Globalement, ça marche. Parce que nous, notre compétence, notre cœur de métier, c'est l'animation des collectifs et de bien structurer les projets, de bien les réfléchir en amont et d'intégrer le fait qu'il y aura de l'échange entre des humains. C'est une histoire d'humains. Et donc de bien structurer les projets en amont pour qu'ils soient durables dans le temps. On dit souvent que tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Oui, si on est structuré, et donc c'est là où le réseau CUMA il est pertinent dans l'accompagnement. D'autant plus pertinent que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le prix du matériel qui augmente constamment, ça paraît très difficile d'imaginer vraiment progresser tout seul sur son exploitation, à moins d'être vraiment énorme et de pouvoir se permettre des investissements en capitaux monstrueux. Donc, c'est vrai que les CUMA vont devenir de plus en plus essentiels dans le paysage de l'innovation agricole. Oui, surtout qu'il y a de plus en plus de matériels qui sont onéreux, des matériels qui sont techniques aussi, et qui sont diversifiés sur des pratiques par exemple de désherbage mécanique. On a besoin de différents types de matériel à utiliser. Et là où c'est intéressant, c'est que en CUMA, on va pouvoir partager effectivement les charges, sous réserve d'avoir une organisation après d'utilisation, mais aussi la technicité des matériels sera limitée, le frein de la technicité. C'est-à-dire que quelqu'un qui va savoir régler un matériel va pouvoir le partager avec une autre personne, et donc l'appropriation aussi de la technicité va pouvoir être favorisée. Et ce qui est intéressant en CUMA, c'est que le système fait que ça rend accessible des matériels qui sont performants, c'est-à-dire qu'on va éviter d'avoir du matériel vieillissant, et puis on va avoir du matériel qui peut être, on va dire, plus technique, plus travaillé, plus évolué. Donc pour bien comprendre le fonctionnement au quotidien des CUMA, même si peut-être ça varie d'une structure à l'autre, est-ce que généralement il y a des salariés qui vont être dédiés à l'entretien et aux travaux, ou est-ce que ça va plutôt être un système de mutualisation avec les agriculteurs qui vont du coup aller travailler sur les fermes des autres de temps à autre? Comment est-ce que ça se passe à ce niveau-là? Alors il y a on pourrait dire qu'il y a un fonctionnement par CUMA, parce qu'il y a aucune CUMA qui se ressemble. C'est vraiment au choix de l'agriculteur, en fait. Enfin, du groupe d'agriculteurs en l'occurrence. C'est-à-dire que j'ai des CUMA qui partagent le matériel et qui font confiance à leur concessionnaire pour la réparation, d'autres qui ont un salarié qui est dédié à l'entretien du matériel, à la conduite aussi du matériel, et puis d'autres qui vont avoir, on va dire, des relations d'entraide, et donc qui vont aller travailler chez les uns, chez les autres, pour gagner du temps, et puis aussi pour garder un aspect convivial des travaux agricoles. Et ça, c'est un aspect qui est assez primordial dans le réseau CUMA et dans les CUMA, de garder une entente et une convivialité des travaux qui peuvent être pénibles. Aujourd'hui, c'est quoi les freins qu'on peut un peu voir? Est-ce que c'est justement cette animation du collectif? Est-ce que c'est plutôt dans l'accès au capital? Comment est-ce que les CUMA se développent dans votre territoire, et qu'est-ce qui l'encourage ou qui le limite un petit peu? Alors l'accès au capital, c'est pas forcément un frein, puisque en fait l'avantage de la CUMA, c'est de pouvoir avoir accès à du matériel en versant du capital social dans la CUMA, qui sera récupéré à la sortie de la CUMA, et qui correspond à un petit pourcentage du montant hors taxe du matériel. Donc forcément, avoir accès à un matériel vous coûtera moins cher que de l'acheter. En tout cas, d'un point de vue accès. On va dire que les freins qui peuvent subvenir au développement de la CUMA, c'est peut-être l'organisation qui est pratiquée et le fait de s'y retrouver sur les fenêtres météo. C'est peut-être ça le plus compliqué. Ou en tout cas il peut y avoir des idées reçues qu'on n'aura pas le matériel au bon moment pour réaliser les travaux dans les meilleures conditions, mais ça, encore une fois, ça dépend aussi de l'organisation de la CUMA, des règles de vie qui sont données. En fait, moi, ce que j'aurais envie de te dire sur cette question-là, c'est que ce qui peut freiner dans le développement de la CUMA, c'est l'aspect humain qui est pas à négliger. Voilà, c'est vraiment ça peut devenir une difficulté, il faut s'entendre avec ses voisins et il faut pouvoir sentir que le matériel, on l'aura au bon moment, qu'il sera en bon état, etc. Et ça nécessite en fait de l'animation et de l'accompagnement pour créer des espaces de dialogue et créer une véritable vie coopérative, un véritable échange entre les adhérents. Voilà, donc c'est dans la gestion de projet qui peut favoriser en fait ces aspects-là. Mais en fait, la CUMA, ça reste un outil malléable et qui s'adapte aux envies des groupes, voilà, dans leur fonctionnement à eux. Après, sur l'aspect économique, c'est toujours à garder en ligne de mire pour moi, c'est-à-dire que les
les agriculteurs ils vont en CUMA parce qu'ils peuvent diminuer leur charge de mécanisation, et c'est l'intérêt de la CUMA. Et donc on peut peut-être imaginer qu'il y ait d'autres formes de fonctionnement qui peuvent être compétitifs avec les CUMA, comme les entreprises de travaux agricoles ou autres, surtout dans un contexte d'augmentation du prix des matériels et de réduction de l'accès à la main-d'œuvre. Voilà. Oui, mais après, tu parlais du frein d'avoir peur de pas avoir le matériel au bon moment. C'est vrai que sur du matériel de récolte de fourrage, ça peut être un petit peu plus tendu sur les fenêtres, mais là, dans le cas, par exemple, de production de litière ou d'entretien de haies, je suppose qu'il y a un petit peu moins aussi cette crainte, parce qu'on est quand même sur des fenêtres un peu plus larges, non? On est sur des fenêtres plus larges, et puis comme en fait le collectif va calibrer ses chantiers en fonction de lui-même, c'est-à-dire que pour pouvoir construire un projet, par exemple de déchiquetage, on va d'abord s'interroger sur les volumes qu'il y aura à traiter, on va ensuite investir en conséquence de ces volumes-là avec un appareil capable de les absorber et établir des plannings. Donc c'est-à-dire que c'est les agriculteurs qui restent maîtres de l'organisation qu'il va y avoir. Et du coup, voilà, sous réserve qu'il y ait un surdéveloppement de l'activité après et qu'on puisse plus répondre à la demande, mais je pense que l'outil CUMA, c'est l'avantage qu'il peut apporter aux agriculteurs, c'est de garder la main mise sur quand est-ce que j'aurai le matériel, la qualité du travail qui sera fait, la qualité de la machine dans laquelle on investit, etc. Par rapport à d'autres formes de délégation en fait de la mécanisation ou des tâches. Pour que ce soit le plus clair possible pour nos auditeurs de comprendre exactement comment ça se passe de créer une CUMA et de s'y engager, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, dans ton expérience, comment ça se déroule ? Est-ce que c'est d'abord un collectif d'agriculteurs qui s'est réuni au préalable et qui a identifié des besoins, qui vient vous voir ? Est-ce qu'en fait même la création du collectif, c'est quelque chose dans lequel vous intervenez ? En gros, à quel moment est-ce que vous intervenez et comment ? Et ça, un peu tout au long du développement de la CUMA. Mais il y a un peu tout type de figures qui peuvent se présenter. Alors, en général, déjà, pour être une CUMA, il faut être un minimum de 4 exploitations différentes. Donc, il faut déjà forcément avoir un peu un collectif qui s'identifie, avec des besoins qui peuvent être similaires. Après, il y a beaucoup de CUMA déjà sur le territoire, donc en général, quand des gens cherchent à développer une CUMA, on va les rediriger vers des CUMA existantes. Ou alors, s'ils souhaitent vraiment créer leur CUMA, ils peuvent appeler le réseau CUMA pour les accompagner juridiquement dans la création, et puis s'approprier l'outil, parce que l'idée c'est que les agriculteurs soient autonomes aussi dans la gestion de cet outil. Et ensuite on les accompagne sur la création de la CUMA juridiquement, sur les premiers investissements, c'est-à-dire qu'on va calculer les coûts de revient très concrètement avec eux pour savoir si ça vaut le coup ou pas d'investir sur un matériel et de comprendre la meilleure stratégie économique à mettre en place. On peut aussi les accompagner techniquement, donc sur des journées techniques, des démonstrations, des choses comme ça, pour qu'ils fassent le meilleur choix d'investissement possible. Et moi, mon rôle aussi, c'est quand les agriculteurs et que le collectif a décidé d'utiliser la CUMA comme groupe de développement, c'est-à-dire qu'au-delà de partager le matériel, ils vont se mettre à tester des choses, à vouloir échanger, créer des espaces de dialogue et se poser des questions, faire des formations, etc. techniques. Et ben c'est là où moi j'entre en jeu pour les accompagner sur ce terrain-là, quoi, et monter des projets d'envergure intéressantes qui ont un impact en fait sur leurs exploitations. Par exemple, là, où il y a un projet avec le GI2E Prairie d'Or en Haute-Saône, où pour le coup, voilà, il y a une volonté de développer l'activité d'échiquetage, et l'idée c'était de créer une enquête, de relever les besoins, et puis ensuite de proposer un fonctionnement pour ce département-là. Et donc le GI2E lui s'occupe de la partie technique, etc. et va plus loin, mais mettons il y a une CUMA qui aurait eu envie d'aller dans ce sens-là aussi. Moi je serais intervenue pour leur montrer ce qui existe par ailleurs, essayer de faire déterminer ces objectifs communs vers lesquels ils veulent aller, et puis leur proposer un chemin à suivre, quoi. Et moi mon rôle c'est aussi de garantir qu'on suit le chemin, c'est-à-dire de pas perdre un peu la ligne d'horizon de vue, et puis de capitaliser et de garder en mémoire ce qui s'est fait pour mesurer le chemin parcouru et pouvoir voir vraiment un impact du projet sur leur ferme ou sur la CUMA. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on a l'entrée agroéquipement et qu'on a l'entrée développement comme ça avec les CUMA, on se rend compte qu'on touche à tout le système. On va sur de l'économique, sur du social, sur de l'environnemental, sur plein de choses, sur de l'agronomique. Et ça permet aussi de créer de liens avec d'autres partenaires, comme par exemple l'Association française d'agroforesterie, avec qui on commence un peu à nouer des partenariats intéressants, pour des formations, pour des interventions, mais aussi d'autres partenaires qui peuvent être institutionnels ou des collectivités,
Et c'est là où on va voir la dimension de territoire qui va prendre tout son sens. C'est qu'une CUMA, elle est pertinente sur un territoire, elle intervient sur un territoire. Et comme le monde agricole n'est plus équivalent au monde rural et qu'il y a tout un panel d'autres acteurs qui existent dans ce monde-là, on essaie de mettre tout le monde autour de la table ou d'impliquer les gens au maximum, quoi. En gardant toujours de notre côté, nous, l'entrée agriculteur en principal, mais ça permet, voilà, de fédérer assez large et de créer des partenariats avec d'autres structures très intéressantes. Donc en fait, la CUMA, ça peut vraiment aller plus loin que de la mutualisation de matériel, c'est ce que tu es en train de nous expliquer. Oui. Moi j'ai l'impression que ça y va déjà très loin. C'est-à-dire que quand on va en réunion de CUMA, on va forcément parler du matériel, mais c'est systémique. Quand on parle du matériel, on parle forcément de comment on produit les choses, et donc il y a forcément un échange qui se met en place. Et l'idée, c'est qu'on s'en est rendu compte là dans le réseau CUMA qu'il y avait ces échanges informels qui se créent, soit au cours de la réunion, soit après la réunion sur un moment convivial. Et c'était de se dire, cette énergie ou ces infos qui sont transmises à ces moments-là, ça peut être bien de les formaliser et que ce soit vraiment utile et structuré pour que les agriculteurs s'y retrouvent, en fait. Voilà. Donc, en fait, la CUMA devient un espace très pertinent pour faire de l'échange de pratiques, de tests et de formation et devenir vraiment un groupe de développement. Et est-ce qu'il y a un peu une limite au nombre de CUMA? Qui décide si on a le droit de créer une CUMA ou non? Est-ce que c'est vraiment juste, il suffit d'avoir un groupe motivé? Est-ce qu'il y a en fait quand même une espèce de structure décidée par l'État ou par les services de l'État sur là on veut des CUMA, là on en veut moins? Comment ça se passe à ce niveau-là? Il n'y a pas forcément de limite, on va dire juridique au nombre de CUMA. Il y a environ 11 300 CUMA en France, et il y en a eu un peu plus, un peu moins, enfin ça fluctue. Il y a juste des règles à respecter juridiques, parce que les CUMA, elles ont des avantages fiscaux. Par exemple, elles sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, mais elles ont des règles à respecter en échange, et en fait, il y a le Haut Conseil de la coopération agricole qui va valider ou pas qu'un groupe peut devenir CUMA. Mais on n'a pas de limite de nombre, quoi. C'est vraiment, faut avoir un projet d'investissement et utiliser la CUMA dans les limites de ce qu'elle peut apporter, c'est-à-dire les investissements matériels en premier objet, mais l'emploi partagé, les hangars. Depuis pas longtemps, elle peut avoir des panneaux photovoltaïques légalement sur ses toits, la gestion de projet, etc. Mais il n'y a pas de limite de nombre, quoi. Voilà. Est-ce que toutes les régions ont des structures un peu équivalentes à la tienne, ou est-ce que en fait vous êtes un peu unique dans le dynamisme que vous insufflez dans les CUMA en Bourgogne-Franche-Comté? Non, il y a tout un réseau aux échelles régionales ou départementales qui existe. On a même une tête de réseau qui est la Fédération nationale des CUMA, la FNCUMA. Et en fait, c'est un peu une force qu'on a, parce que ça veut dire que nos 11 300 CUMA, qui couvrent tout le territoire français, même à La Réunion, en fait, elles sont un vrai réseau. C'est-à-dire que très régulièrement, j'échange avec mes collègues d'autres régions ou d'autres départements sur des projets qui se montent, sur des idées qui peuvent émerger. Et ça fait une vraie force, en fait, parce qu'on peut les importer chez nous. Ça nous donne un peu un côté créatif, ou en tout cas pour les CUMA d'avoir déjà des choses qui sont faites ailleurs pour pouvoir les importer chez elles. Et ça nous donne aussi une force de frappe, en fait, d'un point de vue un peu plus politique. C'est-à-dire que nous, on cherche à favoriser l'agriculture collective, ou une forme collective d'agriculture, et du coup le fait d'être en réseau et d'avoir une force comme ça de réseau, ça nous donne un poids pour les décisions politiques, quoi. Est-ce qu'il y a un développement significatif de ces projets de CUMA autour d'une gestion agroécologique, autour de l'agroforesterie, ou est-ce qu'au final ça reste assez anecdotique par rapport à la dynamique du territoire global? C'est intéressant, c'est une question que nous on essaye de comprendre, c'est-à-dire que on s'est rendu compte qu'il y a des CUMA qui innovent déjà et qui ont déjà une vision agroécologique, comme on pourrait dire, mais qui l'identifient pas forcément. C'est assez silencieux, mais c'est intrinsèque déjà à leur pratique ou à leur façon de faire, parce que comme ils sont au contact du vivant tous les jours, les agriculteurs font souvent de l'agroécologie sans s'en rendre compte. Et nous, on s'est dit, on va essayer de comprendre pourquoi il y a des CUMA qui innovent et pourquoi il y a des CUMA qui sont moins innovantes, ou en tout cas qui gardent le côté on partage du matériel, mais on se contente de ça et ça nous convient très bien. Et on s'est rendu compte que de plus en plus, il y avait des CUMA qui avaient envie d'aller sur le terrain de l'innovation, ou en tout cas de la transition agroécologique, et qu'il fallait qu'on les accompagne. Et je me dis, en fait, nous on commence à s'y intéresser, donc on en voit quelques-unes qui émergent, mais plus le temps va passer et plus les CUMA on va valoriser ce qu'elles font déjà chez elles, plus d'autres CUMA vont suivre le pas et vont prendre un peu ce virage de l'agroécologie, quoi.
il y a un effet mimétisme qui est assez intéressant en fait sociologiquement, c'est de se dire quand on a une CUMA qui innove, elle va d'autant plus innover elle-même par la suite déjà, et puis il va y avoir un effet un peu un effet boule de neige, c'est-à-dire que quand on va se rendre compte de l'opportunité qu'on a en CUMA de monter des projets ou d'innover, on va avoir envie de le faire après sur sa propre CUMA. Cet épisode de Cambium est déjà terminé, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet agroforestery.fr et sur nos réseaux sociaux. Ce podcast vous a plu ? N'hésitez pas à liker et commenter cet épisode et à le partager à vos proches. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée